bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la situation en Syrie. La ville d'Alep est sur le point d'être reprise par le régime. Alors quelles conséquences? Quelle est la situation pour les civils? Et plus largement, le déclin de l'organisation terroriste Daesh en Irak, en Syrie et en Libye signe-t-il un basculement vers une autre forme de guerre? C'est le grand débat ce soir. En cette période de campagne électorale et de primaire, le vote selon la religion aurait un impact de plus en plus important. Alors qu'en est-il réellement? L'appartenance religieuse, l'un des facteurs explicatifs du comportement électoral, vraiment? Eh bien, c'est le thème du match des idées qui opposera l'analyste politique Frédéric Sinclair à Jean-Pierre Mignard, avocat et co-directeur de la rédaction du journal Témoignages chrétiens. Enfin, l'entretien au cœur des prisons françaises. Mon invité, Adeline Hazan, est la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. L'état des prisons, la radicalisation, le nombre de places, on en parlera tout à l'heure. C'est le grand entretien ce soir. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Le hashtag OVPL pour vos questions et vos réactions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, tout de suite, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Julie Hulin. C'est une surprise, 173 voix pour, 126 voix contre. Le Sénat a finalement adopté dans une nouvelle version la proposition de loi qui vise à étendre le délit d'entrave numérique à l'interruption volontaire de grossesse. Une bonne nouvelle pour Laurence Rossignol. Oui, c'est une avancée et le Sénat en fait est conforme. Voilà, c'est ici le sénateur Cavailla ici, c'était une figure. De nombreuses avancées dans le passé ont eu lieu au Sénat pour les droits des femmes et le Sénat s'est révélé fidèle à cette tradition cet après-midi en étant capable de rassembler une majorité qui soit celle des humanistes, des progressistes, y compris sur des bancs dont les groupes politiques, comme les Républicains, étaient opposés au projet de loi. Prochaine étape, une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour que les deux chambres parviennent à un véritable compromis sur ce texte. Bernard Cazeneuve. Il n'aura que 5 mois pour agir. Bernard Cazeneuve a participé ce matin à son premier conseil en tant que Premier ministre. Sur la traditionnelle photo de famille, un seul nouveau visage, celui de Bruno Le Roux qui devient ministre de l'Intérieur. Dans l'après-midi, Bernard Cazeneuve a fait son baptême du feu en tant que chef de l'exécutif à l'Assemblée nationale, déjà malmené par le chef de l'opposition Christian Jacob. Quelle est votre légitimité politique pour gérer les affaires courantes? Avez-vous, ici, dans cet hémicycle, une majorité? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la manière très bienveillante, absolument aimable, avec laquelle vous avez eu la gentillesse de me souhaiter la bienvenue. Ça fait vraiment chaud au cœur, surtout lorsque l'on sait à quel bilan vous adossez vous-même votre appréciation pour me condamner avant même que je n'ai commencé à agir. Bernard Cazeneuve qui prononcera son discours de politique générale mardi prochain au Parlement. Manuel Valls. Pas de temps à perdre pour l'ancien Premier ministre. Ce soir, Manuel Valls attaquait sa campagne pour la primaire de la gauche avec un premier meeting dans le Doubs, à Audincourt. L'occasion pour le candidat de reprendre un thème cher à son concurrent Arnaud Montebourg, le Made in France. Cette fierté du travail bien fait. Je l'ai vu aussi à la coopérative Les Fruitières de Lomont, à Noirfontaine, qui montre tout ce que l'on peut faire lorsqu'on fait là aussi faire valoir nos savoir-faire. Et je pense évidemment à cette excellente dégustation de Comté. Et c'est bien notre goût pour les belles choses, ce goût si français. Et c'est cela la France. Des traditions, des talents, une envie de bien faire, la marque France. Et pour mener son entreprise à bien, Manuel Valls a nommé ce matin son directeur de campagne, Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat et proche de François Hollande.
Bon, je pense que c'est bien pour le Sénat qu'ils choisissent comme directeur de campagne un sénateur. Oui, l'objectif, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent que la gauche puisse être présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et qui mieux que l'héritier de François Hollande, celui qui a été son Premier ministre pendant plusieurs années, prenne le flambeau. Primaire à gauche. La rumeur n'en finit plus d'enfler. Vincent Peillon pourrait venir jouer les troubles-fêtes en se présentant à la primaire de la gauche. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui député européen, s'était retiré de la vie politique nationale depuis 2 ans. Il pourrait annoncer officiellement sa candidature ce week-end et être ainsi le 9e candidat à se déclarer. Je pense qu'il a peut-être été sollicité par tel ou tel, si j'ai bien compris. Mais ça ne change pas le rôle de cette primaire qui est pleine d'enjeux internes. Mais sera-t-elle celle qui offrira une politique nouvelle dont nous avons besoin aux Français? J'en doute. Et dans l'actualité internationale, la ville d'Alep est sur le point d'être reprise par le régime. Alors, quelles conséquences? Quelle est la situation pour les civils? Et plus largement, le déclin de l'organisation terroriste Daesh en Irak, en Syrie, en Libye signe-t-il un basculement vers une autre forme de guerre? Et qu'en est-il du poison de l'idéologie djihadiste? On va en parler avec nos invités ce soir. Nathalie Goulet, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice UDI, vous avez co-présidé la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes. À côté de vous, Général Dominique Trinquant, bonsoir. Ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Avec nous également ce soir, Lucas Manger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, vous avez couvert de nombreux conflits au Proche et au Moyen-Orient, notamment en Irak. Et vous êtes à l'origine du documentaire Bagdad, chronique d'une ville emmurée, dont on verra un extrait tout à l'heure. À vos côtés, Denis Beauchard, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. Vous avez aussi mené une longue carrière diplomatique. Alors, madame, messieurs, l'actualité brûlante ce soir, c'est la situation à Alep. La ville est sur le point, dit-on, d'être reprise par le régime avec l'appui notamment de l'aviation russe. Général Trinquant, il y aura un avant et un après prise d'Alep dans cette guerre. Cela marque une étape cruciale, déterminante ce soir. Alors c'est une étape très importante pour le gouvernement de Bachar al-Assad, bien sûr, et ses alliés russes, puisque c'est l'aboutissement de la saisie de la partie de la deuxième ville importante de Syrie. Je rappelle de la partie, puisque 2/3 a toujours été sous la coupe du gouvernement de Bachar al-Assad. Mais cette partie-là était la première qui s'était rebellée au moment des mouvements, tout à fait au début. Et donc on arrive à un aboutissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une non-politique. En particulier des Occidentaux, depuis des années, qui ont fait qu'au bout d'un certain temps, les Russes sont intervenus aux côtés du gouvernement de Bachar al-Assad, et avec la manière qu'on connaît, c'est-à-dire remporter la victoire sur le terrain pour être en position de force afin de pouvoir négocier avec ce qui restera à négocier. Je rappelle que, simplement pour les auditeurs, qu'à Alep, il ne s'agit pas de Daesh, il ne s'agit pas de l'EI. Il s'agit de l'opposition qui progressivement s'est radicalisée, je parle sur le terrain. Ce qu'on appelle les rebelles. Voilà, qu'on appelle les rebelles, et qui progressivement, alors avec des mouvements divers, se sont rapprochés d'Al-Nosra en particulier, qui ne s'appelle plus Al-Nosra, qui s'appelle Al-Sham, et qui se sont rapprochés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient les moyens et ils étaient capables de mener le combat. Donc c'est l'échec d'une politique depuis des mois et des mois. Donc quand j'entends, si vous voulez, les cris d'alarme sur l'humanitaire, Alep, etc., c'est pas aujourd'hui qu'il fallait les pousser, c'était il y a des mois. Vous parlez d'un communiqué commun de la France et des États-Unis qui appelle à une trêve immédiate. Est-ce que vous partagez cette analyse, Lucas Manger? Pas totalement. D'abord, le siège n'est pas terminé. Ça, c'est les médias russes qui disent ça. La population à l'intérieur de la ville n'a pas rendu totalement son âme, parce qu'il ne s'agit pas d'armes. La plupart des rebelles, aujourd'hui, ce qu'on appelle les rebelles, ont quitté ces quartiers est d'Alep. Ils ne sont plus à l'intérieur. Ce qui reste, ce sont des civils qui, comme dans toute l'histoire militaire, dans toute l'histoire des sièges, il y a des civils qui ne veulent pas partir. Ces civils, ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Il y a encore des médecins dans cette partie d'Alep. Ils ne partiront pas. Ils savent que la plupart d'entre eux vont mourir sous quoi? Des bombes, et encore des bombes, des barils largués par des hélicoptères, largués par la Syrie et essentiellement la Russie, plus des factions irakiennes, iraniennes qui sont là-bas et qui veulent à tout prix faire tomber la ville d'Alep. Mais d'abord, elle n'est pas tombée, et ce ne sont plus des rebelles
auxquels on est en train d'assister, dont on est en train de voir le massacre, ce sont des civils dans le plus grand silence de la communauté internationale, particulièrement de la France, malgré 2-3 discours dont on sait qu'ils ne servent strictement à rien. La seule solution, c'était de s'opposer à ce qui est en train de se passer, qui est un massacre qui a des précédents dans l'histoire, mais un massacre total d'une population sous le regard d'une communauté internationale qui a décidé de laisser Poutine et Bachar el-Assad faire ce qu'ils voulaient. Nathalie Goulet, c'est évidemment, ce soir, c'est le sort, et depuis quelques mois, depuis même quelques années, c'est le sort des civils qui interpellent en premier. Ceux qui n'ont pas pu fuir, ceux qui ne veulent pas fuir, ils sont pris au piège, en tenaille aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous remercier de mettre Alep et la situation en Syrie au cœur de l'actualité ce soir sur Public Sénat, au lieu de parler des primaires, qui sont quand même une chose tout à fait secondaire par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Alep et en Syrie, en Irak. La deuxième chose, c'est que hier, nous avons voté une résolution pour les crimes de génocide en Syrie et en Irak, qui nous donne à tous bonne conscience, qui nous permet d'avancer. Sur les chrétiens d'Orient. Sur les chrétiens d'Orient notamment, mais il n'y a pas que les chrétiens d'Orient. Je veux dire, il n'y a pas de crise victimaire, il n'y a pas de surenchère là-dedans. Je veux dire, les civils sont les civils, on les voit tous les jours. Il y a quand même l'éloge funèbre des Nations Unies et des organisations internationales face à cette situation. Je veux dire, quelqu'un a écrit dans un journal récemment « J'ai honte ». Je crois que dans l'ensemble, on ne peut pas être très fier de ce qui s'y passe. Quant à savoir exactement, précisément ce qui s'y passe et quelles sont les responsabilités des uns et des autres, on a quand même un peu de mal à s'y retrouver entre les Russes, les Iraniens qui sont très présents, et puis personne dans la communauté internationale occidentale, en tous les cas, ne veut aller mourir au sol pour Alep. Donc c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui, qui est quand même pas très glorieuse. C'est que politiquement, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous diriez que ça signe la victoire du régime de Bachar el-Assad dans ce conflit qui dure quand même depuis 2011? Oui, non, effectivement, on va vers un basculement de la situation à Alep. Je pense que c'est une question de jour. Je dirais paradoxalement, à la fois, c'est une victoire, entre guillemets, une triste victoire pour Bachar el-Assad, victoire qui n'a été obtenue que grâce à l'engagement en l'air des Russes et de façon massive, et grâce à l'engagement au sol de milices chiites encadrées, financées, formées par l'Iran, avec la présence sur place effectivement d'officiers iraniens de la brigade El-Quds. Mais dans le même temps, on peut dire que l'armée de Bachar el-Assad est exsangue. Au bout de 4 années de guerre, avec des pertes aussi militaires considérables. Et donc il y a à la fois, je dirais, une victoire mais un affaiblissement de Bachar el-Assad et peut-être une prise en main progressive de ses tuteurs que sont les Russes et les Iraniens pour définir son futur. Ah oui, est-ce que vous êtes d'accord, Lucas Manger, qu'il soit sous tutelle, sous influence, ça on l'a remarqué, mais sur le sol, sur le terrain, l'armée syrienne a effectivement perdu en puissance et en même temps que l'armée russe prenait le contrôle. Les bombardements aujourd'hui sont faits essentiellement par des pilotes et par des avions et des hélicoptères russes, sans lesquels effectivement l'armée syrienne serait bien incapable de reprendre Alep. C'est une armée qui a effectivement perdu elle aussi beaucoup d'hommes sur le terrain. Et en ce moment, ce à quoi on assiste, il faut dire les choses très clairement, c'est au massacre d'une population civile par l'armée russe. C'est tout. Je crois que le point qui est intéressant à soulever, c'est victoire probablement pour le gouvernement de Bachar el-Assad et les Russes, mais que faire de cette victoire? Parce qu'effectivement, le problème, c'est que le croissant fertile va être quasiment entre les mains du gouvernement syrien, mais est-il capable de le diriger? Avec une armée qui est effectivement exsangue, il faut se rappeler que la base de recrutement de l'armée syrienne est assez étroite, d'où les renforcements, effectivement, à la fois des Iraniens, des Libanais chiites, et puis du Hezbollah, et puis des Russes. Mais au bout du compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rester en occupation pendant des années. Général Trinquant, ça fait des années, des mois qu'on entend sur ce plateau des gens dire mais ça va être la fin aussi pour Bachar el-Assad. Ça n'a pas été sa fin. Il y a eu une erreur stratégique, politique, tactique majeure. Il est encore là, peut-être avec une armée exsangue, mais il est encore là. Non, mais il est encore là, on est d'accord. Mais le contrôle d'un pays et la négociation vers une paix dans le pays, ça ne se fait pas qu'avec le petit cercle réduit. Ça se fait avec les autres. Or, le problème, c'est que, sa base s'est réduite considérablement. Deuxièmement, il a radicalisé
par son action brutale, il a radicalisé les islamistes opposants qui étaient en Syrie, et donc se retrouver autour d'une table de négociation avec d'un côté des gens complètement radicalisés et de l'autre côté quelqu'un qui sait qu'il ne peut parler que parce qu'il a un grand frère derrière qui le tient, ça risque d'être un peu compliqué. On peut ajouter qu'il n'est là que jusqu'au jour où les Russes et les Iraniens décideront qu'il n'est plus là. Oui, mais qui est assis aussi à la table? Pardonnez-moi, Luc, est-ce qu'il n'y a pas aussi les États-Unis de Donald Trump qui aujourd'hui préconise une alliance avec Vladimir Poutine? En France, il va y avoir une élection présidentielle. On ne va plus entendre la voix de la France là pour quelques mois. Et justement, vous parlez si je peux me permettre, vous parlez du régime de Donald Trump qui va arriver et de son administration. La présidence, pour le coup. Oui, mais enfin, et son administration. Président élu. Non, mais un président élu, mais en même temps, l'administration change en même temps. Donc, si vous voulez, on va avoir quand même un gros changement dans l'administration américaine, c'est ce que je voulais dire. Et il est hautement probable que les Russes, sentant ce changement arriver, essayent d'accélérer le mouvement de façon à marquer leur territoire et essayer d'ici le 20 janvier à marquer des points qui ne seront plus négociables ensuite. Je crois que c'est l'accélération du mouvement autour d'Alep correspond aussi à l'agenda politique des États-Unis d'Amérique et au changement de régime. Je crois que c'est entre le président Obama et le président élu Trump, bien sûr. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en tête. Il y a jusqu'au 20 janvier, l'administration du président Obama est toujours en place. Et je crois que les Russes ont très bien compris le jeu du calendrier. Alors, il y a l'armée syrienne, je vais vous laisser tout de suite réagir, Denis Bouchard, mais il y a quand même aussi et surtout la guerre qui est menée contre l'organisation terroriste État islamique en Syrie, en Irak, mais aussi en Libye quelque part. Il y a des revers, mais les bonnes nouvelles sont à relativiser. On fait le point sur la situation avec Samia Dechir et vous avez la parole juste après. La ville est totalement détruite. Mais après 6 mois de combat, Sirte a été reprise à l'État islamique. Une lourde perte pour les djihadistes en Libye. Ailleurs aussi, l'État islamique recule, en Irak et en Syrie. Face aux armées, aux coalitions internationales, aux milices chiites et aux forces kurdes, Daesh a été chassé d'une dizaine de villes en 2 ans. Et les djihadistes pourraient bientôt perdre la capitale de leur califat autoproclamé. 100 000 hommes sont engagés dans la bataille de Mossoul depuis le mois d'octobre. Pour Daesh, la défaite serait hautement symbolique. Mais le combat est loin d'être gagné. Avec moins de 4 000 hommes, pour le moment, Daesh résiste. Et même s'ils perdent la ville, ils contrôlent encore de larges territoires en Irak, en Syrie et en Libye. Denis Bouchard, c'est une situation contrastée, mais avec ses revers. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'organisation terroriste État islamique a perdu quand même ce qui faisait sa force et son attractivité? C'est ce califat, c'est cette cité idéale qu'ils ont vendue à leurs recrues, aux djihadistes. Oui, cet État que Abou Bakr al-Baghdadi a essayé de mettre en place, effectivement, fonctionne de plus en plus mal et manifestement l'État islamique est sur la défensive. Ceci étant, je crois qu'il faut... C'est loin d'être la fin de l'État islamique et je pense que nous aurons encore à gérer les différents... La communauté internationale aura encore beaucoup de temps à passer pour, je dirais, faire disparaître cette menace terroriste qui vient de l'État islamique. Pour 2 raisons. D'abord, que vont devenir tous ces combattants, à supposer que l'on prenne Mossoul, que l'on prenne Raqqa? Que vont devenir ces combattants? Où vont-ils aller? Vont-ils continuer à vivre clandestinement au Moyen-Orient? Vont-ils revenir dans leur pays d'origine, notamment en Europe? Et puis deuxième problème, après l'État islamique, qui va administrer Mossoul? Autour de Mossoul, il y a au moins 6 acteurs différents qui ont des objectifs totalement contradictoires, qu'il s'agisse des Peshmerga kurdes, qu'il s'agisse du PKK qui est également présent, qu'il s'agisse de l'armée régulière irakienne, qu'il s'agisse des milices chiites irakiennes qui n'ont pas les mêmes objectifs, et qu'il s'agisse également de l'armée turque qui est à proximité, qui entend bien protéger les minorités kurdes. En tout cas, vous dites que la fin de Daesh, c'est pas la fin du terrorisme, déjà. C'est pas la fin du terrorisme, et à mon avis, ce n'est pas encore la fin de Daesh. Oui, le premier point, c'est que sur le plan militaire, aujourd'hui, tous les regards sont braqués en Irak sur Mossoul. Je rappelle, ça fait 2 mois. Oui, mais ça fait 2 mois. En 2 mois, on n'est même pas arrivé au Tigre.
On est arrivé, on n'a fait qu'une partie de partie est. Aujourd'hui a été repris un hôpital qui servait de PC en fait aux djihadistes, dans lequel en fait les forces irakiennes se sont fait encercler par les djihadistes. Donc on n'est pas à court de surprise. On n'est pas surpris, on savait. Non, on le savait, on savait, ça sera dur. Alors pour les djihadistes qui reviennent, j'allais dire, dans un combat dur comme ça, il y a beaucoup de morts. Et dans les combats urbains, il y aura énormément, ça va durer très longtemps. Ils gagnent du temps en perdant beaucoup de combattants. Donc il y aura beaucoup de combattants qui seront tués. Donc j'allais dire, faisons la mathématique, il y en aura beaucoup moins qui reviendront. C'est assez clair. Ceci étant, Mossoul, ça fait 2 mois et je pense qu'on n'a pas apporté le plus dur. Donc ça va durer encore beaucoup. Et puis une ville dont on ne parle pas du tout aujourd'hui, c'est Raqqa. Je rappelle que Raqqa, capitale initiale, est quasiment encerclée. C'est un peu différent parce qu'elle est au nord de la coupure. Et donc cette Raqqa, pour l'instant, il n'y a pas d'effort parce que l'effort est fait sur Mossoul. Quand Mossoul sera tombé, on passera à Raqqa. Et donc ça, c'est dans les mois à venir. On parlait de l'agenda politique. Je rappelle que les Américains voulaient absolument que la bataille de Mossoul soit faite avant le départ de M. Obama. Bon, elle ne sera pas terminée, elle aura commencé. Et on voit bien que là-dedans, les agendas politiques comptent, parce que vous avez parfaitement raison, sur l'agenda des Russes en particulier, obtenir la victoire à Alep avant que M. Trump arrive. Parce que là, il sera devant le fait accompli en Syrie. Eh bien, en Irak, je pense que ça va durer encore quelques temps, parce que l'armée irakienne est ce qu'elle est. Pendant 2 ans, elle a été préparée, entraînée, mais il n'y a que quelques unités qui ont été préparées, entraînées. Et donc, je rappelle que le rapport, dans un combat urbain, le rapport entre la défensive et l'offensive, il faut à peu près 15 à 20 fois plus de soldats pour arriver à faire des brèches. Et en plus, les djihadistes ont des méthodes particulières de combat qui font qu'ils effraient considérablement les soldats en lançant des voitures piégées, en lançant des kamikazes, qui créent une brèche sur une unité. Et l'unité a un peu de mal à s'en remettre avant de réattaquer. Donc tout ceci peut durer longtemps. Il y a aussi une forme de, d'autocritique, notre manière de présenter les choses. Quand on parle de la bataille de Raqqa, de la bataille de Mossoul, on a l'impression que ça va être presque éclair et que dans quelques semaines, on va pouvoir avancer. Mais tout ça... on peut faire une autocritique des journalistes, bien entendu. D'abord, et des politiques d'ailleurs aussi. Et de tout le monde, et des militaires. Effectivement, on a parlé trop vite de bataille de Mossoul. D'abord, on n'est pas encore dans une bataille de Mossoul, on est une bataille de la banlieue de Mossoul pour le moment. Personne n'est dans le centre de Mossoul, pas plus les fameuses divisions d'or irakiennes que les Peshmerga. Et les combats sont extrêmement difficiles. Il y a eu plus de 600 voitures piégées lancées par les djihadistes de l'État islamique en moins de 2 mois. 600 voitures piégées, généralement téléguidées, enfin aidées, non pas téléguidées, aidées par des drones, des voitures pilotes qui passent avant, qui repèrent où sont les soldats. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le terrain, il y a en gros... Trois grandes unités irakiennes très formées à la lutte antiterroriste, très formées et équipées par les Français, les Américains, les Britanniques. Eux sont très bien formés. Ces 3 unités sont censées prendre le cœur de la ville. Elles avancent en zigzag, avec notamment à leur tête un major décrit comme très très brillant, qui s'appelle le major Salam, qui est un homme qui réfléchit énormément à ce qu'il est en train de faire et qui zigzague dans les ruelles de Mossoul. On parle de lui comme d'un vrai stratège. D'un vrai stratège. Et la plupart des journalistes qui sont avec lui, qui l'ont fréquenté ces dernières semaines, sont très impressionnés par sa manière d'avancer. Le problème, c'est que derrière, il n'y a personne. C'est qu'il entre dans des banlieues de Mossoul, il avance, mais que derrière, pour une raison pour l'instant inexpliquée, les forces irakiennes ne suivent pas, la police fédérale irakienne ne suit pas, et les milices chiites n'ont pour l'instant pas le droit de rentrer, justement pour ne pas créer de troubles supplémentaires. Donc tout ça prend énormément de temps. Les forces irakiennes antiterroristes perdent énormément de soldats sur le terrain. Ce rapport est effectivement très impressionnant. De 1 à 15 De 1 à 15, mais eux perdent beaucoup d'hommes sur le terrain. Ils sont prêts à un vrai sacrifice pour essayer de prendre le cœur de Mossoul, d'avancer vers la rivière, mais ils sont extrêmement surpris par le nombre d'engins piégés qu'il y a, parce qu'il y a les voitures piégées, mais il y a aussi énormément de bombes placées dans les maisons et des combattants qui surgissent d'un petit peu partout, aidés par des gamins qui circulent dans la ville, qui informent d'un côté de l'autre. Tout ça est effectivement beaucoup plus compliqué que ça n'en avait l'air peut-être sur le papier. Mais puis la bataille de Mossoul, quand elle sera terminée, on se rendra compte à quel point Mossoul a peut-être un peu... D'abord, on compare beaucoup Raqqa et Mossoul, mais Raqqa, c'est une toute petite ville. Ça n'a rien à voir. Mossoul, c'est une ville gigantesque. C'est une ville de 2,5 millions d'habitants, c'est à peu près la taille de Paris. Hein. C'est pas Raqqa, c'est un village dans lequel, mais
Pas pour rien qu'Abou Bakr al-Baghdadi avait instauré son califat effectivement à Mossoul. C'est l'un des cœurs vibrants de l'Irak. Et pourtant, Nathalie Goulet, quand vous, dans l'hémicycle au Sénat ou à l'Assemblée nationale, en tous les cas au cœur du Parlement, quand vous échangez, on a souvent entendu la phrase « la fin de Daesh est proche ». On l'a entendu, cette phrase, dans la bouche de responsables politiques. Écoutez, d'abord, vous l'avez bien compris, et je pense que personne n'est dupe. Même si tout est compliqué. Non, on n'est pas du tout dans un conflit traditionnel. On n'est pas du tout face à une armée traditionnelle. On est face à un puzzle militaire. On est ensuite face à des comportements qui n'ont rien d'un comportement de guerre traditionnel. Donc on est quand même plus proche de ce que pourrait être une idée du Vietnam il y a quelques années, ou je sais pas, enfin quelque chose d'extrêmement complexe avec des forces multiples, avec des formations insuffisantes, avec un manque d'encadrement. Mais là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que d'abord, moi je ne crois pas du tout que la fin de Daesh soit proche, et si il y a une régression sur le terrain, on est loin d'avoir gagné la bataille de l'idéologie. Et ça, ce sera encore un autre souci. Donc de toute façon, le terrain va se gagner, le combat, ça sera peut-être faute de combattants à un moment ou à un autre, si les forces arrivent à conjuguer leurs efforts. Je pense qu'il y aura sûrement des progrès qui seront faits, mais on est encore dans quelque chose de pas du tout conventionnel, face à des acteurs qui ne se comportent pas du tout comme on le prévoit. Donc c'est aussi ça la difficulté du sujet. Oui, Général Trinquant. Oui, simplement, je voudrais revenir 2 petites minutes sur le côté militaire de l'opération. En tout cas, ceux qui sont du métier, ne sont absolument pas surpris. C'était prévisible. Lorsque, il y a 2 mois, ça a commencé, on n'a pas dit c'est le début du commencement. Ça va durer des mois. Les combats qu'il y a eu à Fallujah et Ramadi, qui sont des petites villes à côté, tout le monde le savait. Les mines, les pièges, les tirs, etc. En plus, il y a raison de souligner la population de Mossoul. Il faut quand même rappeler que la population de Mossoul, les djihadistes sont issus de Mossoul pour les 3/4. Donc ils sont comme des poissons dans l'eau. Ils connaissent parfaitement la ville, ils ont creusé des tunnels, etc. Donc ça va durer très très longtemps. Ce que je crois, c'est que sur le terrain, au bout du compte, dans combien de temps, dans 2 mois, 2 semaines, je ne sais pas, les djihadistes seront défaits à Mossoul. Mais beaucoup disent que ces djihadistes, en tout cas Daesh, a anticipé sa défaite et a déjà imaginé la suite de son action terroriste, évidemment. Mais bien sûr, c'est bien. Il faut refaire un peu d'histoire, parce que on parle de Daesh. Daesh n'est pas né comme ça tout d'un coup dans la tête de Abou Bakr al-Baghdadi, qui n'est probablement... dans la tête de généraux irakiens, pour revenir... Oui, mais il faut revenir à ce qui s'est passé en 2003 et l'invasion américaine et la suite de l'invasion américaine. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on se souvient de la figure, par exemple, d'Abou Moussab al-Zarqawi, qui a été l'un des grands leaders sunnites de la rébellion sunnite contre les Américains. À un moment donné, l'alliance entre les anciens du parti Baas, le parti de Saddam Hussein, et ces mouvances sunnites extrêmement en guerre et en rébellion contre l'occupation américaine se rencontrent sur un point qui donne la structure nécessaire à ces djihadistes pour prendre une ville, pour avoir des armes, pour contrôler de l'argent, pour mettre en place des tribunaux, pour mettre en place un État. Et ils ont mis en place cet État. Mais cet État n'était possible parce que derrière, il y avait d'anciens fonctionnaires du parti Baas extrêmement structurés, très intelligents, et qui a manipulé qui, l'histoire le dira, mais en tout cas, c'est une alliance de ce point de vue-là. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas parler de la fin de Daesh. La fin de l'occupation par l'État islamique de Mossoul et de Raqqa est sans doute pour les mois qui viennent. Mais comment est-ce que ces groupes vont se transformer? On a dit à la mort d'Abou Moussab al-Zarqawi, les Américains ont essentiellement dit, c'en est fini d'Al-Qaïda en Irak. Oui. 2 ans plus tard, ça a réémergé sous d'autres formes. Et c'est probablement ce qui va se passer. À Bagdad, par exemple, il y a une crainte énorme que beaucoup de combattants, dans une ville gigantesque comme Bagdad, que beaucoup de combattants parviennent à passer les différents checkpoints et reviennent à l'intérieur de Bagdad pour commettre des attentats et pour continuer la guérilla telle qu'ils ne l'ont jamais cessé en fait. Justement, puisque vous parlez de Bagdad, et je vous laisse réagir juste après, on va regarder, Lucas Manger, un extrait de votre documentaire qui s'intitule Bagdad, chronique d'une ville emmurée, un documentaire remarqué qui va également être diffusé sur Public Sénat prochainement, ce sera en janvier. Regardez cet extrait. Il y a 8 ans, une nuit à Bagdad, j'écrivais ces lignes. Le gris du béton, c'est la couleur de Bagdad. La couleur des murs que l'on ne peut pas montrer, mais que l'on voit tout le temps. Il suffit de s'en approcher pour être chassé. Nous avons essayé, encore et encore. Interdit, à chaque fois. Il ne faut pas que l'on sache que Bagdad vit dans les murs.
Aujourd'hui, la ville reste le seul endroit en Irak où les différentes communautés du pays essaient de coexister. Bagdad, avec ses fractures et ses peurs, incarne encore le dernier espoir de l'Irak. Voilà, pour cet extrait d'un documentaire, de votre documentaire vraiment puissant. Bagdad, ville emmurée, vous l'avez appelé. Général Trinquant, Irak, pays meurtri. Et donc l'après dont on parle, il sera essentiel pour ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Oui, tout à fait. Ça se joue déjà maintenant. Oui, ce qui a été décrit, c'est ce qui avait fait la force de Daesh pour conquérir il y a 2 ans. Ce qu'il faut décrire, c'est la faiblesse de l'État irakien qui a permis à Daesh de progresser. C'est-à-dire qu'il y avait un État qui n'existait pas beaucoup. Et l'idéologie, parce que Madame a raison, c'est l'idéologie qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'une fois que Raqqa, Mossoul tomberont, les villes probablement, l'idéologie restera. Alors on parle de la Libye, on parle du Sahara, on parle de lieux beaucoup plus proches que nous. L'idéologie sera toujours vivace. Et il ne faut pas se tromper. Les soldats qui combattent, les soldats de Daesh qui combattent à Mossoul, ce sont les martyrs qui illuminent les mythes des gens qui acceptent ce mythe des salafistes. Et donc là, on a vraiment, nous on a l'impression, ok, ils vont être défaits, mais en fait c'est une victoire. Ça nourrit pour eux. Encore, si Mossoul est pris dans 6 mois, vous vous rendez compte la victoire extraordinaire pour eux. Pendant 6 mois, on a arrêté, tué un certain nombre de gens et on a réussi à arrêter la plus grande puissance du monde et donc on va recommencer ailleurs. Et par rapport à la France aussi, c'est ce qui nous concerne, Nathalie Goulet, vous avez travaillé sur les réseaux djihadistes. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à faire face à ces retours d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue des renseignements? Même s'ils ne sont que des centaines à revenir, ce sont peut-être parmi ces centaines de personnes un pourcentage qui est quand même conséquent de bombes humaines peut-être. Bon, David Thompson vient de sortir un livre. Les revenants. Aussi brillant que le premier qui avait provoqué la commission d'enquête que j'avais demandé 6 mois avant Charlie. Donc David Thompson est au cœur de ce type d'actualité. Je crois qu'il a raison. Je ne suis pas très sûr qu'on soit prêt. Qu'on soit mobilisé, c'est une certitude. Qu'on soit prêt, je suis beaucoup moins sûr, pour une raison très simple, c'est que tout le travail de lutte contre la radicalisation est un peu une armée mexicaine et encore pas très organisée. Je fais une grande confiance à Madame Domenac qui vient d'être en charge du comité de prévention de la délinquance et de la radicalisation et qui est vraiment très motivée. Vous lui faites confiance, mais bon, à part le nom à rallonge de cela, ça donne quoi concrètement? C'est-à-dire que maintenant, il faut, si vous voulez, on n'a pas un programme unifié. On n'a pas non plus un comité scientifique pour faire ce programme. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut. En plus, les associations qui sont en charge de la lutte contre la radicalisation, j'aime pas du tout la déradicalisation, je préfère la reconstruction du lien citoyen. Déradicalisation, c'est pas très joli, mais la rupture, la reconstitution du lien citoyen, ça vous donne l'ampleur de l'enjeu. Pardon, Nathalie, j'entends bien ce que vous dites, mais ce sont des retours, ce sont des gens qui ont combattu, bien sûr, mais qui ont des convictions djihadistes. On va leur parler de lien social. Non, mais bien, il y a toujours une seconde chance. Non, mais pas tout de suite, parce qu'il y a aussi ceux qui se radicalisent en France. Il y a quand même plus de 12 personnes signalées en voie de radicalisation à l'unité centrale de lutte antiterroriste. Il n'y a pas que ceux qui reviennent. Ceux qui reviennent passent d'abord par la case prison. Je veux dire, on a créé un délit. On a créé un délit pour ça. La lutte de l'idéologie passera après le passage par la case prison, c'est une évidence. Bon, et encore en prison, si on n'a pas mis en place des outils d'évaluation, vous ne pourrez jamais savoir si vous pouvez mettre tous ces gens ensemble, quelle est leur dangerosité, leur capacité de communiquer et en plus d'être contagieux en quelque sorte. Donc si vous voulez, il nous manque les outils intellectuels, il nous manque surtout les outils d'évaluation, c'est très important, et puis on va les mettre où en prison? On a encore quel constat? Mais c'est la réalité. Oui, mais quelle réalité? Non, mais attendez, moi je vais juste vous dire un mot. On sort d'un colloque de l'UNESCO sur la radicalisation en règle générale à Québec, qui a commencé par une chorale qui vous chante « Quand les hommes vivront d'amour ». Donc je vous dis qu'on est quand même assez loin de la réalité. Il faut le savoir, il faut le dire. Mais je crois que les citoyens, les Français le savent. Mais est-ce que les politiques le savent? Mais on le sait, mais si vous voulez, c'est tellement difficile à mettre en place. Bernard Cazeneuve a fait un travail tout à fait remarquable. Mais si vous voulez, ce sont des choses auxquelles on n'était pas préparé.
On n'était pas préparés. On va faire un tour de table vraiment là-dessus, Denis Bochart, parce que ce mot déradicalisation, moi je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce mot d'abord, et comment expliquer que la France, ça fait quand même des années qu'il y a cette coalition qui combat, ne s'est pas préparée à cette étape-là. Je pense qu'il y a effectivement un embarras parce qu'on ne sait pas comment appréhender le phénomène. On ne sait pas que faire pour prévenir. Et lorsque il y a des combattants djihadistes et qu'ils reviennent, comment, en dehors de la prison, comment, je dirais, les déradicaliser. Et manifestement, il n'y a pas suffisamment de gens qui sont formés à ça. Et actuellement, je crois qu'on essaie de recruter des psychologues, des chercheurs, pour essayer de définir une méthode, je dirais, d'approche de tous ces, essentiellement des jeunes. Mais on n'est manifestement pas encore au point. Et ceci est d'autant plus préoccupant, c'est que, comme le disait le procureur François Bollens en septembre dernier, le déclin de l'État islamique renforce les risques d'attentats en France. Pour les raisons évidentes. Alors, quel est votre regard, Général Trinquant et Lucas Manger? Comment est-ce qu'on peut extirper de ces gens qui reviennent, qui ne sont pas tous des repentis? Il y en a sûrement, mais ce ne sont pas tous des repentis. Comment enlever ces convictions djihadistes et ces pensées réelles Ça, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, ni de psychologie, ni de radicalisation. Sur place, là-bas, est-ce que vous y croyez à ce processus psychologique? D'abord, le processus psychologique sur place, à Bagdad, par exemple, ou en Irak, l'engagement dans des combats ou dans des milices n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. L'Irak est un pays en guerre depuis extrêmement longtemps, et il est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour un jeune Irakien d'aller s'engager dans une milice. Et cette milice peut être un jour l'État islamique, ou pas un jour, mais quelques mois l'État islamique, avant de partir dans une autre milice. À Bagdad, simplement, il y a 19 milices qui ont pignon sur rue et le droit de circuler avec des armes dans la rue. Évidemment, pas l'État islamique, mais c'est une autre culture. Les jeunes Irakiens sont nés dans un pays ultra armés, dans des combats, ont vu tous des attentats. C'est la ville au monde qui a connu le plus d'attentats dans l'histoire de l'humanité, Bagdad. Donc la violence n'en a pas le même regard. D'ailleurs, les Irakiens, quand vous leur parlez de ce qui se passe en France, ils sont très inquiets. À chaque fois, les amis irakiens que je connais disent « Oh là là, c'est compliqué chez vous quand ce qui se passe, parce que là, quand ils vont revenir, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et ils disent tous la même chose. Enfin, restez tranquille, on va essayer d'en tuer le maximum, et puis comme ça, vous serez tranquille. Mais, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Il y a, et David Thompson le décrit beaucoup mieux que moi, évidemment, et le connaît beaucoup mieux que moi, des processus de retour qui sont très variables. Il y a des repentis, mais il y a aussi en ce moment des familles qui reviennent, un peu effrayées par la violence des combats. Parce que dans toute cette idéologie, il y a aussi la promesse d'un avenir absolument radieux, de vivre dans des grandes villas à Raqqa et à Mossoul. Quand tout d'un coup la situation change et qu'à la place de la villa, vous avez des F-16 américains qui bombardent toute la journée, c'est plus pareil. Et donc il y a des vagues de retour et des dislocations de familles. Et donc des dislocations aussi d'un rêve un peu romantique qui a présidé au départ à des départs pour rejoindre l'État islamique. Bien sûr. Je crois qu'il y a deux, si j'ose dire là-bas, il y a deux types de djihadistes. Je reviens d'un forum à Dakar où on traitait justement des problèmes de sécurité. Et il y a une étude sociologique très intéressante qui a été faite sur le Mali où on s'apercevait que les extrémistes qui venaient du Nord, qui sont des combattants, qui eux sont complètement dans le mythe et veulent tuer et imposer leurs lois, c'est une chose. Et il y a tous les autres, en fait, qui rejoignent, pourquoi? Par souci de protection. Et c'était assez étonnant parce qu'ils disaient, ces gens qui avaient rejoint les djihadistes, quand ils ont été chassés, j'allais dire, ils ont rejoint Barkhane aussitôt. Pourquoi? Parce que Barkhane leur apportait la protection. Donc je pense qu'il y a ces deux types de djihadistes. Et lorsque les Bagdadis s'inquiètent pour nous en disant « vous inquiétez pas, on va essayer d'en tuer le maximum ». Quelle ironie du sort. Mais la première partie, ces djihadistes radicaux, quand ils vont être en prison chez nous, ils vont se faire une gloire des combats qu'ils ont menés. Et la déradicalisation, qui est effectivement pas un très beau terme, va être extrêmement difficile. En revanche, la prévention pour tous les jeunes qui, eux, s'imaginent être dans ce mythe ou aller vers ce mythe et leur montrer la réalité des choses pour qu'ils ne rejoignent pas le mythe est important. Mais je crois que ceux qui sont allés là-bas, qui ont combattu réellement avec une volonté de combattre, c'est très triste à dire, mais j'espère simplement qu'il y en aura un maximum de tués. En tous les cas, Nathalie, c'est clair. C'est un des débats qu'on a, oui. Le défi de la reconstruction, il est majeur. Il est majeur. Le défi de l'après, de manière générale, reconstruction dans cette région que vous connaissez si bien, Lucas Manger, et puis le défi de l'après, que l'on vit déjà maintenant en France,
ça va être un défi majeur et qui arrive à un moment crucial aussi en France. Mais ça arrive aussi pendant une période de débat, j'allais dire de combat politique, de tous les extrêmes, et pas forcément les meilleurs, avec une stigmatisation de l'islam comme on n'en a jamais vu. Les gens de l'unité centrale de lutte antiterroriste vous diront que le débat autour du burkini de cet été a fait flamber le nombre de jeunes qui se sont radicalisés. Donc je veux dire, il faut aussi raison garder par rapport à ça. Et les politiques comme les médias ou tous ces journaux qui font la première page sur les dangers de l'islam, etc., doivent aussi remettre les choses en perspective par rapport aux 5 ou 6 millions de nos concitoyens français. Mais sans rien occulter, des problèmes. Non plus, mais il y a un lien. Et je veux dire, les gens ne vont pas se radicaliser au nom de Bouddha non plus. Donc si vous voulez, tout ça doit se faire dans la lucidité, dans la transparence, c'est très important, mais surtout ne pas confier ces missions d'intérêt général à des gens qui n'ont pas de compétences et qu'on n'a pas validées. Et surtout, mettre en place des évaluations, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci pour votre analyse et cet éclairage. Merci encore. La suite de votre émission. Et en cette période justement de campagne électorale et de primaire, on va s'arrêter ce soir sur les facteurs explicatifs du vote de manière générale. Et parmi ces composantes, eh bien, il y a les facteurs classiques que nous connaissons, l'âge, la catégorie socio-professionnelle. Et de plus en plus, dans les études, on retrouve la composante religieuse. Alors l'appartenance religieuse comme facteur explicatif du vote, vraiment, eh bien, c'est le match des idées avec l'analyste politique Frédéric Sinclair et Jean-Pierre Mignard. A tout de suite, c'est juste après une courte pause. Chaque semaine, sur les chaînes parlementaires, Parlement Hebdo est le carrefour de l'actualité parlementaire et politique. Cette semaine, Katia Guilder et Michael Zamès reçoivent Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle 2017. Parlement Hebdo, vendredi à 18h30 sur Public Sénat. Mon frère Jean Selim est mort à 33 ans le 19 août 2003, quelques mois après l'invasion américaine, dans un attentat dirigé contre la mission des Nations Unies à Bagdad. L'ONU ne pouvait plus faire grand-chose à Bagdad quand l'attentat a eu lieu. Et donc c'était simplement une sorte d'habillage pour les grandes puissances. C'était utile d'avoir l'ONU. Ça donnait une caution. ONU, la diplomatie du silence, samedi à 22h sur Public Sénat. Pas chaud, hein. Ah, les primaires. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, en direct bien sûr, pour aller plus loin sur les facteurs explicatifs du vote. Alors en cette période de campagne électorale et de primaire, le vote selon la religion aurait un impact de plus en plus important. Selon les experts et les sondeurs, eh bien, l'analyse détaillée des bureaux de vote, notamment après la primaire de la droite, a permis de souligner la forte composante religieuse du scrutin. Alors qu'en est-il vraiment? On va en parler avec nos invités ce soir. Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir maître, vous êtes avocat, également co-directeur de la rédaction du journal Témoignages chrétiens. Et avec nous, et face à vous, Frédéric Sinclair, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et l'auteur notamment du livre La refondation de la droite. Messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre sujet ce soir, une question, Jean-Pierre Mignard, sur l'effervescence autour de la primaire à gauche. Comment vous percevez, par exemple, la candidature annoncée dont on ne cesse de parler de Vincent Peillon? Beaucoup y voient une forme d'offensive anti-Valls. Et vous, qu'en pensez-vous sur ce paysage politique à gauche en pleine effervescence? Alors là, je l'ai apprise comme vous. Je connais bien Vincent Peillon, puisque je faisais la campagne de Ségolène Royal avec Vincent. Donc, depuis 2 ans, c'est exact qu'il ne s'exprimait plus. Donc, je suppose qu'il a des choses à dire. On présente. Non, tout est toujours surprenant dans ce genre de choses. Il est présenté comme assumant une candidature centrale. Alors, est-ce que c'est pour préserver les équilibres à l'intérieur du Parti socialiste? Est-ce que c'est pour préfigurer ce que serait la direction future du Parti socialiste? Tout ça est possible, tout à fait. Donc c'est quelqu'un de doué, de compétent et qui aime bien les débats de partis, de congrès. Donc il sera un bon débatteur. Pour ma part, j'ai fait le choix comme je l'ai dit, de donner un coup de main à Emmanuel Macron. Est-ce que depuis, d'ailleurs, il vous a appelé pour imaginer la suite ensemble? Oui. Ça va se concrétiser, j'imagine, rapidement. Vous n'allez pas apparaître dans des meetings, je suppose. Ce sera peut-être une forme de conseil, d'aide, de stratégie. Non, je pense que la vie
La vie politique, la vie civique, c'est aussi d'être dans des meetings. Ils ne sont pas des lieux réservés, c'est un lieu de vie publique. Bon, oui, j'ai aucune raison de m'interdire d'être dans un meeting d'Emmanuel Macron. Frédéric Sinclair, quel est votre regard, vous qui avez écrit, je l'ai rappelé, le titre de votre livre, La refondation de la droite, après la primaire de la droite, voici la primaire de la gauche, dont on avait dit au départ qu'elle serait peut-être pas aussi intéressante, et finalement elle se révèle être un véritable concours, pas un congrès du Parti socialiste, avec beaucoup de candidats, peut-être trop. Comment vous analysez cette course à la candidature ? Écoutez, je pense qu'on fait fausse route en ce moment dans notre regard critique sur la gauche. On a tendance à l'accabler plus que ce qu'il faudrait, notamment François Hollande, parce que le socle électoral s'est émietté et que effectivement le bilan a été jugé relativement maigre. Il a pris à rebrousse-poil une partie de la société sur les questions sociétales. Et puis au niveau économique, on a bien vu que les résultats n'étaient pas là. Et donc on parle d'une bérésina à gauche. J'ai un point de vue un peu différent. J'ai malheureusement pas eu le temps de l'écrire cette semaine. Mais vous allez nous livrer ce soir. Je vais exactement en exclu. Je pense que François Hollande va entrer dans l'histoire. Ça va faire plaisir à Jean-Pierre Mignard. Pour deux raisons. Un ami de longue date. Très simple. La première, c'est que c'est le premier président en exercice, même s'il a été assassiné politiquement par un certain nombre de personnes autour de lui. C'est le premier président en exercice qui, de sa propre autorité, renonce à se représenter parce qu'il pense que les conditions ne sont pas réunies. Ça va rester, qu'on le veuille ou non, ça va rester. Oui, donc de fait, il entre dans l'histoire. Voilà. Ensuite, malgré lui, il a été le premier président à autoriser la social-démocratie à la française et le social-libéralisme à la française à émerger, à gouverner, à participer au gouvernement à haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives, on sait très bien comment Mitterrand a instrumentalisé la chose avec Rocard. Depuis, j'allais dire, la querelle des deux méthodes en 1900 entre Guesde et Jaurès, on n'arrive pas à se libérer de cette gauche archaïque. Aujourd'hui, ça fait quand même 5 ans que sur le domaine des idées, il y a quelque chose qui émerge. Je ne crois pas que ça se soit inscrit encore dans les faits. À mon avis, il y a encore un travail à mener à gauche, mais il y a un pas en avant. Oui, je crois, sur le fond, puisque vous ne détestez pas le débat d'idées, j'ai cru le comprendre, surtout que la gauche française, comme toutes les autres gauches, y compris peut-être aux États-Unis, se trouve confrontée dorénavant à un marché totalement ouvert, avec une politique habituelle des États de tendance social-démocrate ou démocrate chrétienne, d'ailleurs, qui se trouvent confrontés les uns et les autres à des problématiques identiques. Ce n'est pas un hasard si les démocrates chrétiens allemands gouvernent avec les sociaux-démocrates allemands, à des politiques de protection sociale, de redistribution sociale assez largement nationale, qui ont peu à peu cédé le pas avec la construction de l'Europe et maintenant avec le monde. Donc, ces forces politiques étaient les forces politiques du centre et de la gauche social-démocrate. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que l'initiative de Macron de poser la question jusqu'au niveau de toutes ces forces me semble justifiée. Ça va être de reconstruire un nouvel État-providence dans la mondialisation. Et en effet, les formules anciennes doivent être revisitées, en gardant comme on le peut le principe, c'est-à-dire la protection sociale, mais aussi l'insertion la plus facile, la plus fluide dans l'activité et dans le marché, qu'il faut complètement accepter, ce qui ne veut pas dire en effet qu'il faut en accepter tous les errements. Voilà, c'est là l'enjeu. Hein. Donc c'est là en fait, à mon avis, que la gauche chute aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on accepte le marché, mais on se rend bien compte que accepter le marché, c'est jouer avec les cartes du marché. C'est ce que n'a pas complètement fait la droite d'ailleurs, et c'est ce que n'est pas capable aujourd'hui encore de théoriser la gauche, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas de questions pratiques, on sent bien que l'attachement à un modèle social qui continue de nourrir une espèce d'idéologie de l'aide aux plus pauvres pose problème, parce que aujourd'hui le marché clairement est ultralibéral. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui? Ouvrir suffisamment les portes en les fermant en même temps pour protéger les Français. Donc il y a un rapport au nationalisme que ni à droite ni à gauche on est encore capable de théoriser. Vous voyez, vous parlez de nationalisme, oui. Vous franchissez même la barrière symbolique du protectionnisme pour aller jusqu'au nationalisme, puisque vous évoquez vous-même quelquefois dans vos écrits le nationalisme économique. Oui. Je ne sais plus très bien ce que cela veut dire, sauf que cela signifie, sur le plan politique et de la politique nationale, en effet, donner les clés du pouvoir à Mme Le Pen et au Front National. Non, à Keynes. Comment ?
Eh oui, je sais que ça surprend. Donc j'en parle. Oui, ça surprend. Eh oui, j'en parle. Si vous avez une autre solution un peu moins dangereuse, donnez-la nous. Oui, je l'ai. Donc je prends quelques pages en fait dans mon livre pour l'expliquer. En réalité, on a fait du protectionnisme un protectionnisme modéré, une espèce de possibilité pour les années à venir, c'est-à-dire essayons de jauger avec certaines doses de protectionnisme un équilibre dans les marchés. En réalité, je ne crois pas à ça. Ça fait très très longtemps qu'on sait que le protectionnisme ne fonctionne pas. C'est quoi le principe du protectionnisme? C'est de dire, je protège mon économie, en revanche, je continue d'exporter. C'est ça, le protectionnisme. Oui. Globalement, je n'importe pas ou je taxe les produits importés. Ça nous a valu d'ailleurs une guerre mondiale. Exactement. En revanche, j'exporte. C'est quoi le nationalisme économique façon Keynes? C'est le texte qu'il écrit en 1932, ça commence à dater quand même, sur l'autosuffisance nationale. Et il dit, voilà, j'ai grandi libéral, partisan du libre-échange, et je me rends compte qu'en réalité, le libre-échange ne fonctionne pas, qu'il est mauvais pour notre économie, et globalement, il détruit tout pour payer la miche de pain 10 centimes moins cher. Donc, ce qu'il faut faire, c'est renoncer à l'exportation. Mais c'est ce qu'a fait la gauche américaine avec Roosevelt, qui a quand même largement, avec les 2 New Deal, effectivement, sur ce point interprété sur le plan de la politique américaine, Keynes. Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet qui est passionnant. Je ne suis pas aussi aux solutions de Keynes, mais je pense qu'elles doivent être aussi actualisées. Actualisé, peut-être arrondi. En tous les cas, on va revenir à notre sujet, si vous le voulez bien. C'est le vote. On voudrait vraiment vous entendre là-dessus, en fonction de son appartenance religieuse. La religion serait devenue l'un des facteurs explicatifs du vote. On va revenir un instant sur le vote catholique lors de cette primaire de la droite. Les détails avec Julie Hulin et on en parle juste après. François Fillon est catholique et il le revendique. Une communauté qui aurait très largement contribué à sa victoire. Le gagnant de la primaire à droite a obtenu 59% des voix des catholiques pratiquants de droite au premier tour et pas moins de 83% au second tour. Un soutien de poids pour François Fillon dans un scrutin à la forte composante religieuse. Lors de cette primaire, l'électorat catholique pratiquant s'est nettement plus mobilisé que la moyenne des électeurs de droite. En tête, Versailles, bastion catholique et haut lieu de mobilisation de la Manif pour tous, où il a obtenu jusqu'à 67% de votes au premier tour. Finistère Nord, Sud-Manche, nord de l'Ardèche, des territoires reconnus pour leur pratique catholique forte, où François Fillon a franchi la barre des 50% dès le premier tour. Une minorité active et déterminée qui aurait fait mentir les sondages, mais qui ne suffira pas à faire de François Fillon le prochain président français. Messieurs, Jean-Pierre Mignard, avant d'entrer dans les détails, d'abord, est-ce que vous êtes surpris par l'influence qu'on prête à la religion, à l'appartenance religieuse sur le vote en France et notamment dans cette primaire? Non, parce que la religion est un fait social, partagé par des millions de personnes, notamment pour la religion catholique, quand même une religion très dominante en nombre en France, très importante. Je veux dire. Et à partir de ce moment que la religion catholique, que les croyants et les pratiquants, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes, choisissent une famille politique plutôt qu'une autre, c'est tout à fait habituel. Les catholiques se répartissent globalement 58-59% pour la droite, toutes les droites, parce qu'il y a plusieurs droites, et puis à peu près 40% pour la gauche, et peut-être peut dire pour les gauches, parce qu'il y a aussi des gauches. Donc c'est à peu près d'ailleurs un chiffre qu'on remarque toujours, puisque dans l'affaire du mariage pour tous, c'était intéressant, on retrouvait le même chiffre, 60-40, 60% de catholiques étaient contre la loi et 40 étaient pour, donc on retrouve cette proportion. Bien sûr, on ne peut pas écarter. Une foi, quels que soient effectivement les degrés d'adhésion à une foi, une croyance, appartenance à une religion, évidemment, des influences. Vous passez la parole, que c'est un peu, j'allais dire, tabou en France. On n'évoque pas souvent ce facteur, cette composante cachée. Oui, d'ailleurs de manière en effet un peu... D'ailleurs, intellectuellement, en effet, oui, d'ailleurs, très dommageable. Parce que voulant nier un fait qui existe, c'est absurde. Alors, périodiquement, ce fait, d'une certaine manière, implose. Alors, on met très vite le couvercle sur... Et c'est absurde. Alors, vraiment, c'est très inquiétant. Il vaut mieux, effectivement, trouver des modalités de vie avec les religions, d'ailleurs de vie publique avec les religions, sans qu'elles soient hégémoniques. Enfin, ne pas les nier et considérer que c'est un fait qui influence
les choix, d'ailleurs parfois contradictoires, des catholiques, des musulmans, des juifs qui ne sont pas tous d'accord entre eux sur les choix opérés. C'est important. Oui, parce qu'on peut pas, je veux dire, faire des catégories et supposer qu'un bloc monolithique vote en nombre pour tel ou tel candidat. Oui, je crois qu'il y a deux éléments en fait. Bon, tout d'abord, il y a une distance à prendre par rapport à ces chiffres. C'est des projections. On sait ce qu'elles valent. Il faut être prudent. Mais je pense que globalement, elles reflètent relativement bien la réalité. C'est-à-dire qu'on est un peu au-dessus avec François Fillon de ce qu'on constate habituellement. Mais ce n'est pas des chiffres qui sont complètement délirants. Donc, il me semble que c'est raisonnable. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se réveille, qu'on se rend compte qu'il y a un vote catholique et que ce vote catholique, il peut s'orienter de telle ou telle façon? À mon avis, on est dans la phase après 7 janvier, en fait. Donc, la France a vécu un choc et, globalement, elle a découvert l'islam. On va dire, dans les 2 dernières années, elle a découvert le lien entre politique et religion. Vous voulez dire donc qu'on met un bulletin dans l'urne par réaction à ce qu'on a découvert? Non, je dis que dans les mentalités, on ne prêtait pas d'attention particulière aux phénomènes religieux il y a quelques années parce que finalement, la société sécularisée avait un petit peu gommé les spécificités religieuses. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas, vous dites on avait, c'est vrai, mais la France connaît quand même depuis très 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 longtemps l'islam. Elle l'a ignoré peut-être, mais enfin, au Maghreb et dans certains États d'Afrique, les populations du Maghreb, les populations africaines beaucoup étaient musulmanes. Du Tchad jusqu'à l'Algérie, jusqu'à la Tunisie ou au Maroc, les populations étaient musulmanes. Donc c'est vrai que nous avions une attitude, l'attitude du colonisateur, qui regardait finalement de loin, une religion qui était massivement vécue par les populations colonisées et que l'on tentait finalement peu de connaître. On contenait, on négociait un monde finalement qui était sur lui-même, qu'on n'entendait pas plus exactement de connaître. Alors il y avait une école française très importante, Massignon, Corbin, etc., qui connaissaient très bien ce qu'était l'islam. Mais c'était une école de savants français, d'ailleurs une des plus grandes écoles mondiales de connaissance de l'islam et du monde arabe. Mais hormis ces savants, on n'a jamais vraiment tenté de connaître. Et donc, bizarrement, la France s'est réveillée en disant « Mais au fait, tiens, il y a l'islam. » Et oui, bien sûr, c'était les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ces colonisés dont on savait qu'ils allaient à la mosquée, mais qu'on n'entendait pas plus autant de connaître. Voilà. Notre retard de connaissance, c'est aussi le retard du colonisé aveugle, du colonisateur aveugle. Oui, alors, bon, moi, je vais pas stigmatiser rentrer dans le débat du colonisé ou du pas colonisé. Mais c'est pas inutile quand même, parce que ça permet de comprendre retards de compréhension. Je suis pas sûr que ça soit le cas. Honnêtement, non. Je crois qu'en réalité, la révolution bolchevique a un impact beaucoup plus fort sur les mentalités. Il faut relire les textes d'Aron dans le Figaro pendant un certain nombre d'années, Est-ce que vous voulez dire près de 30 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il focalise globalement sur l'influence du communisme dans les relations internationales, sur l'économie, c'est-à-dire que ça focalise les pensées sur des questions économiques. Oui. On en sort assez tard. Rappelons-nous de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, qui est l'homme de droite, qui a focalisé une grande partie du vote catholique. C'était plus de 50%, donc on n'est pas très loin des résultats de Fillon. On ne se préoccupait pas du tout du vote catholique. Pourquoi? Parce que c'était le rapport Pébro, parce que c'était la sécurité, le désendettement. Enfin bref, il y avait tout un tas de problématiques qui ignoraient complètement la spécificité religieuse. On y revient pourquoi? Parce que l'islam est revenu sur le devant de la scène et finalement il a réveillé, j'allais dire, les catholiques endormis qui se disent, tiens, finalement... la religion, c'est important et on se mobilise. Il y a eu à l'intérieur du monde catholique des mouvements très importants en faveur de la démocratie et des politiques sociales, même d'inspiration socialiste. Même si ça a été long, il faut attendre la lettre de Monseigneur Matagrin, évêque de Grenoble, qui dit dorénavant on peut voter, c'est l'année 71, les catholiques peuvent faire un choix pluraliste, c'est-à-dire d'une certaine manière l'épiscopat français leur dit vous pouvez y compris voter à gauche. Mais le Concile Vatican II avait déjà largement amossé non pas un appel à voter pour la gauche, mais un engagement de l'Église dans le monde tel qu'il était, qui était extrêmement important. Durant la Résistance, nous sommes bien placés à Témoignage chrétien, c'est pas moi qui parle, je parle des justes et des héros qui ont fondé le journal, qu'effectivement des jésuites, des protestants marchaient contre le vichisme
dans la défense des Juifs notamment, ce qui les a amenés pour beaucoup à s'engager dans les politiques démocrates chrétiennes ou de gauche par la suite. Sagnier avait déjà, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, vraiment lancé les catholiques dans une relation étroite avec le catholicisme. La démocratie chrétienne, le MRP aussi est né de cela. Donc, à l'intérieur du catholicisme, il y a des débats extrêmement vifs, extrêmement difficiles, ce qui explique aujourd'hui pourquoi 40% des catholiques continuent invariablement à voter à gauche. On verra d'ailleurs si c'est le cas pour les prochaines élections, mais enfin c'est en effet important à prendre en considération, parce que même si on est catholique de droite ou catholique de gauche, c'est ce que je disais toujours, on peut effectivement pendant 6 jours par semaine s'opposer sur le plan politique, mais il nous arrive de communier catholiques de gauche et catholiques de droite le même dimanche. Non, c'est important. C'est très important. Vous avez raison. La communion rassemble. Mais non, oui, la communion, c'est fait pour ça. Voilà. On a parlé du vote catholique. Il y a dans cette étude dont je parle et qui était ce matin dans le Figaro du jour, elle a été analysée par le sondeur Jérôme Fourquet, qui parle également du vote musulman, ce qu'il appelle le vote musulman. Et si on prend de nouveau cette analyse, Frédéric Sinclair, eh bien, le sondeur Jérôme Fourquet dit que ce sont dans ces quartiers à forte population d'origine musulmane qui ont placé Alain Juppé en tête. Là encore, même question, est-ce que c'est vraiment un bloc monolithique qui est allé voter pour Alain Juppé ? Non, mais encore une fois, je vous dis, il faut se repositionner sur des questions sociales et sociétales. Je crois qu'on fait fausse route en mettant en avant et en focalisant toutes les lumières, toutes les attentions sur la question religieuse. Je pense qu'elle s'inscrit dans une dimension plus large. Pour les catholiques, elle s'inscrit dans une dimension conservatrice, traditionnaliste, plus large. Donc, pour les musulmans, je crois qu'il y a une crainte des politiques qui pourraient être mises en place par des hommes politiques de droite qui sont... Oui, allez-y. Qui sont un petit peu trop durs. Oui, mais attention, parce que depuis de nombreuses années, le vote qu'on appelle musulman, Jean-Pierre Mineur, était acquis à la gauche. On l'a vu en 2012 avec François Hollande. Mais selon certains, comme par exemple Gilles Kepel, eh bien c'est fini. Cette automaticité n'est plus vraie du tout. Oui, c'est possible, peut-être parce que la gauche n'a peut-être pas répondu ou a peut-être méconnu des questions extrêmement difficiles dans les quartiers. Moi, je l'ai bien connu, puisque j'ai eu un cabinet pendant 3 ans à Clichy-sous-Bois, après avoir défendu les familles des gamins qui étaient morts sur le site électrique. Donc, je sais bien, y compris même quelquefois dans lesquels je me suis trouvé seul avec mon cabinet, etc. Donc, j'imagine bien comment eux doivent se trouver 1000 fois, 100 000 fois plus seuls. Je crois néanmoins que si il y a eu, alors je ne sais pas, c'est à vérifier, sans doute est-ce vrai, peut-être, s'il y a eu un vote musulman plus spécifique pour Alain Juppé, c'est parce qu'il était incomparablement plus ouvert sur la question de la diversité religieuse en France. Et je pense que les gauches, de Macron à Mélenchon, seront beaucoup plus ouvertes aussi, et que sur ce point, le choix se fera. Il est exact qu'un des grands enjeux et périls qui attendent François Fillon, s'il était élu, c'est quelle rançon devrait-il verser au vote catholique qui l'a porté là où il est. Or, c'est un vote, en effet, je le dis... Rançon, le mot est fort. Oui, mais bien sûr, il faut bien à cette heure-là, pardonnez-moi, utiliser quelques mots forts, car sinon, le sommeil nous prend, non pas dans ce lieu agréable. Donc, quelle rançon doit-on payer à des conservateurs catholiques qui peuvent en effet estimer que la France est chrétienne, que c'est son périmètre, et qui peuvent être très très attentifs à ce qu'il n'y soit pas dérogé. Ce sera un très grand enjeu. Et dans ce cas-là, François Fillon devra se souvenir qu'il est gaulliste, et en effet tenir bon. Pour conclure, Frédéric Sinclair et Jean-Pierre Mignard, on a parlé de la foi, des valeurs, si on peut dire, religieuses qui pèsent, semble-t-il, quand même, on le voit dans le vote, mais les préoccupations, évidemment, d'ordre économique, sécuritaire, social, restent prépondérantes, prééminentes. C'est une évidence. Je le crois. Honnêtement, je le crois. Je pense qu'on déborde le cadre quand on attache trop d'importance aux questions religieuses. Je pense qu'y compris les musulmans et les catholiques qui se sont déplacés pour voter ont focalisé leur attention sur ces questions-là. Vous avez eu des retours sur ce sujet dans votre journal, d'ailleurs, Jean-Pierre Mignard, sur le vote catholique. D'ailleurs, peut-être des réactions à la une de Libération, j'y pense, avec ce chapelet qui dessinait un petit peu les contours de la France et ce vote catholique qui était un petit peu moqué, il faut bien dire, ou dénoncé. D'ailleurs, on attend, il n'y a pas de raison de le moquer. Je veux dire, il peut être un catholique conservateur, il n'y a pas de raison de les moquer. Nous-mêmes, quelquefois, on est dur, on polémique avec eux, il n'y a pas de raison de les moquer. C'est leur conviction, c'est leur conviction. Non, je pense qu'en plus, ce qui concerne, s'il y a eu le vote musulman, c'est quand là, on rejoint la question sociale. Il faut bien voir, effectivement, que la communauté musulmane en France
appartient dans sa masse aux classes populaires. Et la vie n'est pas facile. Donc on retrouve la question sociale. Et en effet, je pense que la question économique et sociale tient largement le reste, même si pas tout quand même. Et ces classes populaires, là, au sens large et sans aucune distinction d'appartenance religieuse, elles vont être l'une des clés de ce scrutin. C'est une évidence, oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie, messieurs, pour cette analyse et ce débat. Merci à vous. Dans quelques instants, place au grand entretien. Et mon invité, ce sera Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté au cœur des prisons françaises. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. C'est une surprise. 173 voix pour, 126 voix contre. Le Sénat a finalement adopté dans une nouvelle version la proposition de loi qui vise à étendre le délit d'entrave numérique à l'interruption volontaire de grossesse. Une bonne nouvelle pour Laurence Rossignol. Oui, c'est une avancée et le Sénat en fait est conforme. Voilà, c'est ici le sénateur Cavailla ici, c'était une figure. De nombreuses avancées dans le passé ont eu lieu au Sénat pour les droits des femmes et le Sénat s'est révélé fidèle à cette tradition cet après-midi en étant capable de rassembler une majorité qui soit celle des humanistes, des progressistes, y compris sur des bancs dont les groupes politiques, comme les Républicains, étaient opposés au projet de loi. Prochaine étape, une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour que les deux chambres parviennent à un véritable compromis sur ce texte. Bernard Cazeneuve. Il n'aura que 5 mois pour agir. Bernard Cazeneuve a participé ce matin à son premier conseil en tant que Premier ministre. Sur la traditionnelle photo de famille, un seul nouveau visage, celui de Bruno Le Roux qui devient ministre de l'Intérieur. Dans l'après-midi, Bernard Cazeneuve a fait son baptême du feu en tant que chef de l'exécutif à l'Assemblée nationale, déjà malmené par le chef de l'opposition Christian Jacob. Quelle est votre légitimité politique pour gérer les affaires courantes? Avez-vous, ici, dans cet hémicycle, une majorité? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la manière très bienveillante, absolument aimable, avec laquelle vous avez eu la gentillesse de me souhaiter la bienvenue. Ça fait vraiment chaud au cœur, surtout lorsque l'on sait à quel bilan vous adossez vous-même votre appréciation pour me condamner avant même que je n'ai commencé à agir. Bernard Cazeneuve qui prononcera son discours de politique générale mardi prochain au Parlement. Manuel Valls. Pas de temps à perdre pour l'ancien Premier ministre. Ce soir, Manuel Valls attaquait sa campagne pour la primaire de la gauche avec un premier meeting dans le Doubs, à Audincourt. L'occasion pour le candidat de reprendre un thème cher à son concurrent Arnaud Montebourg, le Made in France. Cette fierté du travail bien fait, je l'ai vu aussi à la coopérative Les Fruitières de Lomont, à Noirfontaine, qui montre tout ce que l'on peut faire lorsqu'on fait là aussi faire valoir nos savoir-faire. Et je pense évidemment à cette excellente dégustation de Comté. Et c'est bien notre goût pour les belles choses, ce goût si français. Et c'est cela la France. Des traditions, des talents, une envie de bien faire, la marque France. Et pour mener son entreprise à bien, Manuel Valls a nommé ce matin son directeur de campagne, Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat et proche de François Hollande. Bon, je pense que c'est bien pour le Sénat qu'ils choisissent comme directeur de campagne un sénateur. Oui, l'objectif, c'est le rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent que la gauche puisse être présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et qui mieux que l'héritier de François Hollande, celui qui a été son Premier ministre pendant plusieurs années, et prenne le flambeau. Primaire à gauche. La rumeur n'en finit plus d'enfler. Vincent Peillon pourrait venir jouer les troubles faits en se présentant à la primaire de la gauche. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui député européen, s'était retiré de la vie politique nationale depuis 2 ans. Il pourrait annoncer officiellement sa candidature ce week-end et être ainsi le 9e candidat à se déclarer.
Je pense qu'il a peut-être été sollicité par tel ou tel, si j'ai bien compris. Mais ça ne change pas le rôle de cette primaire qui est pleine d'enjeux internes. Mais sera-t-elle celle qui offrira une politique nouvelle dont nous avons besoin aux Français? J'en doute. Et c'est l'heure à présent de votre revue de presse. On va découvrir les unes des quotidiens demain avec d'abord le Figaro. Comment François Fillon prépare sa campagne 10 jours après sa victoire. Eh bien, le vainqueur de la primaire consulte les responsables de la droite et peaufine son projet. Le Point avec ces deux candidats. Manuel Valls, candidat à la primaire, et Emmanuel Macron, directement à la présidentielle. Les affranchis. Valls-Macron, le grand combat, la gauche française sort-elle de la préhistoire? C'est la question de l'hebdomadaire Le Point. Et puis La Croix, pollution, qu'est-ce qu'on attend? Une large partie du nord et de l'est de la France, vous l'avez constaté, subit un pic de pollution atmosphérique. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle a une vision générale de l'état des prisons et de ce que devraient être les prisons françaises. Adeline Hazan, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. On va évoquer en détail ce soir les prisons françaises, leur état, votre diagnostic et votre vision. Mais d'abord, nous sommes en campagne présidentielle. Est-ce que vous entendez beaucoup parler de ce sujet? Est-ce que vous entendez une vision sur ce que devraient être les prisons françaises dans les prochaines années? Pas assez, je dirais. Mais ce qu'on entend n'est évidemment pas pour me rassurer, puisque comme dans tout moment politique, malheureusement, c'est la surenchère électorale qui fait loi. Et ce qu'on entend, c'est surtout des discours sur comment réprimer plus, comment réprimer davantage. Et finalement, on s'aperçoit qu'une vision globale, justement, de ce que peut être et ce à quoi peut servir la prison, c'est-à-dire pas seulement à sanctionner, mais aussi à réinsérer, eh bien ça, malheureusement, c'est beaucoup trop absent des déclarations des décideurs en général et des politiques en particulier. Alors, on va en parler de votre vision, mais est-ce que vous êtes consulté en cette période, puisque les candidats préparent leurs programmes et leurs projets qui vont, pour l'un d'entre eux, ou en tous les cas engager les Français dans cette période, est-ce qu'ils vous consultent, vous qui en êtes quand même là? Alors, contrôleur général. Ça ne se passe pas comme ça dans la mesure où moi je représente une autorité administrative indépendante, donc des partis politiques n'ont pas à me consulter. En revanche, ce que je fais depuis 2 ans et demi, c'est précisément de faire entendre ma voix sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'au-delà, bien sûr, des rapports que nous faisons à la suite des 150 visites annuelles que nous effectuons, eh bien, je prends position sur des sujets qui concernent l'enfermement, que ce soit d'ailleurs dans les prisons, mais pas seulement, puisque le contrôleur général des lieux de privation de liberté ne s'occupe pas que des prisons, il s'occupe aussi des établissements psychiatriques, des centres de rétention, il y a beaucoup à dire, des établissements pour les mineurs. Et sur tous ces sujets, je fais régulièrement des avis au gouvernement. Et j'interpelle le gouvernement pour lui dire, à mon sens, ce qui ne va pas en termes de fonctionnement global de ces institutions, au regard, bien sûr, des droits fondamentaux, puisque c'est ça ma compétence. Quand les prisons sont évoquées, là, dans cette période, c'est souvent pour parler toujours du nombre de places de prison. Mais on a remarqué que tout le monde, contrairement à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, parce que je crois que vous êtes pour ne pas construire de nouvelles places de prison, mais non, c'est plus compliqué. Vous allez nous expliquer la nuance, mais oui. Tout le monde semble converti, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire droite et gauche, semble converti aujourd'hui à la nécessité de construire de nouvelles places de prison. La droite le réclame, la gauche le prévoit, personne ne l'a fait, mais en tout cas ils le veulent. Alors, d'abord, moi ce que je dis, c'est que bien sûr, il faut des nouvelles places de prison. Je ne peux pas me contenter d'une société et d'un état de fait où actuellement il y a près de 70 000 détenus, personnes détenues, pour à peine 60 000 places. C'est-à-dire, grosso modo, 10 000 détenus de plus que de places. Donc c'est insupportable, ça crée des situations où on a des cellules prévues pour 2 personnes, où il y a 4 ou 5 personnes dans un espace qui fait à peu près 10 mètres carrés. Ça n'est évidemment pas tolérable, et pas tolérable au pays des droits de l'homme. Donc bien sûr, je pense qu'il faut un certain nombre de constructions de nouvelles places de prison. Ce que je dis et que je répète, c'est que ça n'est pas la seule solution, et que surtout, en termes quantitatifs,
quantitatif. Moi, je n'ai pas à dire il en faut tant ou il en faut tant. Ce que je dis, par contre, c'est la course au nombre de places, que ce soit dans la bouche des responsables de gauche ou des responsables de droite, n'est pas une solution. Tant qu'on n'aura pas compris que tout cela, c'est un ensemble et que la prison, bien sûr, elle restreint la liberté de circulation, c'est son rôle, mais elle doit respecter un certain nombre de droits pour que, justement, que la personne condamnée puisse sortir. Elle va sortir un jour, que ce soit dans 2 mois ou dans 10 ans. Mais vous dites qu'il n'y a pas que la répression, mais qu'est-ce que... Je veux dire, vous répondez, même si ce n'est pas votre rôle, comment vous percevez le message des policiers, dont certains sont encore dans la rue et qui se plaignent de croiser, quelques jours après les avoir interpellés, ces mêmes délinquants qu'ils ne cessent justement d'arrêter? Alors, moi, ce que je réponds, c'est que je comprends le malaise des policiers, surtout en ce moment où, depuis à peu près 2 ans, ils travaillent dans des conditions absolument épouvantables, en termes de climat, en termes d'effectifs. Simplement, là aussi, il faudra arriver à faire sortir de la tête de tout le monde que ça n'est pas parce que quelqu'un est resté libre qu'il n'est pas ou qu'il ne va pas être sanctionné, parce que la personne qu'il revoit 8 ou 10 jours après, rien ne dit qu'elle n'est pas sous contrôle judiciaire, qu'elle ne va pas être condamnée. Par ailleurs, il y a une présomption d'innocence aussi qui doit s'appliquer. Donc, il ne faut pas se dire simplement, parce qu'il n'y a pas de prison ferme, il n'y a pas de sanction. C'est cela que... Oui, et parce qu'il y a liberté, il peut y avoir passage à l'acte. Ça, c'est un lien direct. Mais il peut y avoir liberté physique et surveillance de la personne, avec un certain nombre d'obligations. Et ça existe et ça marche. Ça marche mieux que d'incarcérer pour 1 mois ou 1 mois et demi quelqu'un, de lui faire perdre son emploi, et puis au bout du compte, de ne même pas pouvoir faire d'action de réinsertion avec lui, et d'en faire un récidiviste à la sortie, c'est certain. Adeline Hazan, pourquoi, selon vous, on n'arrive pas à construire de places de prison? Est-ce qu'on peut dire qu'en réalité, tout le monde bloque? Personne ne veut de prison sur sa commune? Ni les élus, ni les habitants. Quand il y a le projet... D'abord, on ne peut pas dire on n'arrive pas à construire des places de prison. Pas assez, vous l'avez dit vous-même au départ. Non, je ne dis pas assez, mais parce qu'il y a un mouvement dans la société qui tente à faire en sorte que de plus en plus d'incarcérations sont prononcées. Par rapport à il y a 30 ans, on a à peu près le double de nombre de places. Et pourtant, les prisons sont pleines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on condamne de plus en plus, qu'on condamne à des peines plus longues. Contrairement à ce que disent les policiers qu'on a reçus. Contrairement. Mais bien sûr, il y a en tous les cas de vision, apparemment, de réalité. Non, ça n'est pas une question de vision. Ça, ce sont des chiffres. Et, les peines sont de plus en plus lourdes, les peines durent de plus en plus longtemps. Il y a des nouvelles infractions qui ont été créées par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Donc, contrairement à des idées malheureusement très répandues, la justice n'est pas laxiste, bien au contraire. Je ne suis pas la représentante des policiers ce soir, mais je vous assure qu'en les recevant, avec les mêmes chiffres... Je les vois aussi, mais comment vous expliquez? Mais ils savent que les peines sont plus longues et que les condamnations sont de plus en plus lourdes. Simplement, ils trouvent qu'elles ne le sont pas encore assez. C'est là où on a un point, évidemment, de divergence. Mais sur la réalité du nombre de sanctions plus importantes et plus longues dans la durée, ce n'est pas un avis des policiers ou un avis de ma personne, c'est un fait. Ce sont les statistiques, elles peuvent être regardées très facilement. Alors, je voudrais vous faire réagir, Adeline Hazan, à une vidéo. Vous l'avez sans doute vue, elle a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Ça se passe, je le précise aux téléspectateurs, dans la prison de Villepinte, c'est en Seine-Saint-Denis. Et la vidéo, elle met en scène des prisonniers en possession, on va le voir, de téléphones portables, de drogue et de billets. Elle a été publiée sur Facebook, c'est ce qu'on appelle un mannequin challenge. C'est ce type de vidéo devenu viral depuis quelques semaines qui propose en fait de cheminer au milieu de personnages qui sont figés. On va regarder cela. Alors la vidéo a provoqué, là on le voit, la colère de syndicats de surveillants qui réclament évidemment toujours et davantage de personnel dans ces prisons surpeuplées. Là, ça peut paraître assez incroyable parce qu'on voit qu'il y a des échanges de drogue, de billets. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire malheureusement une réalité que je connais. Que vous voyez ? Que je vois, c'est-à-dire effectivement, ils rentrent dans les prisons des objets interdits, que ce soit des portables, que ce soit de la drogue, ça rentre. On n'arrivera pas d'ailleurs à faire
il y ait 0% d'objets interdits qui rentrent, parce qu'il y a les parloirs, parce qu'il y a un certain nombre aussi de tractations qui peuvent avoir lieu dans une prison. Une prison, c'est un milieu fermé qui, malheureusement, ne fait que faire grossir ce qui existe dans la société. Ça rentre, on le savait, mais là, c'est quasiment une mise en scène avec donc une provocation. Bien sûr, bien sûr. Il est évident que ce genre de situation dans une prison n'est pas acceptable. Après, ça n'empêche qu'on peut affirmer qu'un certain nombre de droits ne sont pas respectés, le sont de moins en moins, et que ça crée des tensions, ça crée un climat qui, pour tout le monde, pour les surveillants, est absolument insupportable. Ils travaillent dans des conditions insupportables. Pour les détenus, sont insupportables. On est dans une espèce de poudrière actuellement dans l'administration pénitentiaire. Il va falloir que les uns et les autres s'en rendent compte, et pas seulement en créant de nouvelles places de prison, mais en faisant aussi en sorte que le passage en prison, la période de la prison, elle soit une période qui permette de réinsérer les détenus. Il y a actuellement 25% seulement de détenus en France qui travaillent. Et qu'en est-il quand on parle de détenus radicalisés? Parce qu'il y a un an, Aline Hazan, un an, oui exactement, vous avez remis un rapport très fourni, très détaillé, que j'ai lu sur les regroupements d'islamistes en prison, et vous aviez critiqué alors la création d'unités dédiées. Depuis, le gouvernement a changé de braquet, changé de position. Pourquoi ne vous ont-ils pas écouté? Ils m'ont peut-être un petit peu écouté, comme d'autres qui disions que ça n'était absolument pas une solution pour de multiples raisons que je ne vais pas détailler là. J'ai écrit 2 rapports là-dessus. En revanche, vous leur aviez dit, attention, vous étiez allé à Fresnes, je crois. J'étais allée à Fresnes. Et c'est pas une bonne idée. Absolument, et ça présente des dangers beaucoup plus que des avantages, et notamment de regrouper des personnes qui sont censées être radicalisées dans une même unité. La suite, malheureusement, m'a donné raison. Ceci dit, là où il y a un peu un effet d'optique que je veux dénoncer, c'est que l'annonce à grand renfort de médias par le garde des Sceaux de la suppression des unités dédiées est un peu un effet d'optique, parce qu'en réalité, il n'y a pas de suppression des unités dédiées. Non, il y avait des unités dédiées, mais en réalité, elles ne sont pas supprimées. C'est un reformatage des unités dédiées qui va avoir lieu sous un autre nom et sous d'autres formes. Ce dont le gouvernement s'est aperçu, et ça c'est tant mieux, c'est que l'évaluation du degré de radicalisation, et ça je l'avais dit, n'était pas faite ou n'était pas bien faite dans ce qui a suivi, et qu'il fallait mieux le faire. Donc ça, heureusement, mais sur le regroupement des personnes radicalisées, malheureusement, je crains, j'irai voir comment ça Vous allez voir, parce que le plan n'est pas encore. Je vais aller voir une fois de plus sur pièce et sur place. Mais on a l'impression, c'est un sujet qui est éminemment complexe. On ne peut pas juger les pays, mais quand même, on a l'impression que la France a un incroyable retard, que nous réfléchissons depuis quelque temps, alors que certains pays ont pris, j'allais dire, ont une expérience et un recul véritable. Alors sur le retard, c'est vrai, on a un retard pour avoir. On a un retard sur la prise de conscience de ce phénomène dans les prisons. Ça fait un certain nombre de temps que certains le signalaient. L'administration pénitentiaire, la justice ne l'a pas prise en compte pour des tas de raisons. Donc la France a un grand retard. En revanche, ce qu'il faut dire, j'ai regardé de près comment ça se passait dans l'ensemble des pays, notamment nos voisins européens qui sont confrontés à peu près au même phénomène. Personne ne sait comment il faut faire. Certains pays, par exemple les Pays-Bas, ont regroupé. C'est encore plus inquiétant, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de modèle à copier. Il n'y a aucun modèle. Tout le monde cherche, tout le monde réfléchit, et je crois que sur la réponse à apporter, il faut être très modeste. Il ne peut y avoir pour le moment que des expérimentations. C'est un phénomène nouveau auquel les démocraties occidentales n'étaient pas préparées, et je crois que surtout il n'y a pas de recette magique. Il y a des degrés de radicalisation qui sont très différents, et surtout je pense que, contrairement à ce qu'on a pu entendre il y a un an, que la réponse n'est pas seulement de savoir comment on va les enfermer, mais d'essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là. Comment ces jeunes issus de l'immigration, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas tous français, sont arrivés là. Et quand je dis ça, il n'y a évidemment pas de façon de ma part d'excuser, mais il faut comprendre ce phénomène pour faire en sorte d'en venir à bout. Mais ça va prendre des années, ça ne va pas se faire en quelques mois. Aline Hazan, j'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté, et vous avez rappelé à juste titre que ce n'est pas uniquement sur les prisons. Ça fait combien de temps que vous êtes à ce poste? 2 ans et demi exactement. En 2 ans et demi, j'imagine que vous avez dû voir des choses
très dure, une réalité très dure. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez tiré de ce que je tire, moi, comme conclusion et qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est qu'on est dans un mouvement depuis quelques années, et particulièrement depuis 2 ans. Nous sommes dans un mouvement d'enfermement de plus en plus important un certain nombre de catégories de population qui sont considérées comme dangereux, déviants, et c'est valable ça aussi bien dans les prisons que dans les hôpitaux psychiatriques. Il faut rappeler quand même que de plus en plus de personnes sont placées sans leur consentement et parfois il s'agit de troubles psychiatriques dus à la précarité. Je l'ai vu récemment dans un établissement de santé où la plupart des personnes qui étaient hospitalisées avaient de véritables troubles psychiatriques. Mais ils étaient... Mais pardonnez-moi, pour les autres profils, vous pensez, et on pense tous d'abord, et je sais que vous le faites, d'abord aux victimes. Bien sûr qu'on pense aux victimes, mais moi, ma mission, c'est de penser aux victimes comme tout le monde, comme tout citoyen. Moi, ma mission, elle est quand même claire, même si elle est compliquée à effectuer, c'est de vérifier que les droits fondamentaux de ces personnes qui sont enfermées sont respectés. Et malheureusement, le constat que je suis amenée à faire de mois en mois et maintenant d'année en année, c'est que ces droits fondamentaux ne sont pas suffisamment respectés et que maintenant, vu le climat sécuritaire qui entoure tout le monde, tous les professionnels de santé, les magistrats, les policiers, les surveillants de prison. Maintenant, l'impératif de sécurité, d'enfermement, il prédomine par rapport au respect des droits fondamentaux et par rapport à un objectif d'insertion ou de réinsertion de la personne. Or, que ce soit dans un hôpital, une prison, un centre de rétention administratif ou un centre pour éducation fermée pour des mineurs, ces personnes, elles vont sortir. Donc faisons en sorte qu'elles sortent un peu mieux qu'elles n'y sont rentrées et la société aura à y gagner. Attentive à ce sujet, évidemment, dans cette campagne, cette période très importante en France. Merci Adeline Hazan d'avoir été notre invitée. À suivre, ce sont, comme d'habitude, avant de clore cette émission, les moments choisis sur Public Sénat. Quand le président du groupe de l'époque, François Rebsamen, est nommé au gouvernement en avril 2014, c'est naturellement vers Didier Guillaume que se tournent les regards. Il emporte alors l'élection interne haut la main. Une grande fierté, une grande reconnaissance vis-à-vis des membres du groupe socialiste du Sénat, avec un souci de rassemblement de l'ensemble des sénateurs de ce groupe, de l'ensemble de la gauche. Depuis lors, jamais son soutien à François Hollande n'a fait défaut. Il a défendu le président de la République à chaque instant, sur chaque texte, même quand le groupe socialiste s'inquiétait de passage en force, comme sur la loi travail. Fidèle hollandais, il croyait encore à une candidature du chef de l'État il y a 2 semaines, sans toutefois insulter l'avenir. S'il est candidat, je le soutiendrai. Et s'il n'est pas candidat, eh bien je pense que c'est Manuel Valls qui est celui qui devra prendre le flambeau. Passé le choc du désistement du président, il s'est aussitôt mis au service de l'ancien Premier ministre. Pour une mission qui s'avère périlleuse, faire de Manuel Valls l'homme du rassemblement de la gauche pour l'emporter dans une primaire incertaine. Est-ce qu'on peut imaginer un retrait aujourd'hui de Sylvia Pinel de sa candidature en faveur de Manuel Valls? Écoutez, ni l'un ni l'autre ne m'ont consulté sur leurs intentions. Je pense que l'on peut subodorer qu'il risque d'y avoir la semaine prochaine un comité directeur du Parti radical de gauche pour aller dans le sens d'un retrait de la candidature de Sylvia Pinel. Je l'avais d'ailleurs annoncé tel que il y a une dizaine de jours. Il faut réduire le nombre de députés et de sénateurs. D'ailleurs, nous l'avons toujours défendu nous-mêmes. Voilà. On a trop de députés, on a trop de sénateurs en France. Enfin, attendez, regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est une démocratie, et rapporté à la population, on a trop de députés, on a trop de sénateurs. Oui, sur les collectivités territoriales, il faut faire attention parce que on a tellement chamboulé. Mais il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Je suis vice-président aux côtés de Dominique Bussereau des départements de France. Vous savez, on a tellement chamboulé la lasagne territoriale que les élus demandent un peu de grâce. Donc là, moi, je pense qu'il faudra... Ça, c'est personnel ce que je vous dis. Oui. Je pense qu'il faudra revenir au conseiller territorial un jour, avoir ce courage. La réforme Sarkozy. Oui, et Fillon. Premier ministre. Parce que ça, c'était intelligent. Ça permettait de fusionner à terme région et département. Je ne vous cache pas que la violence de ces polémiques m'ont surprise et ont blessé les Cubains.
Je me suis, comme je l'ai dit, je le répète, c'est aux historiens de faire le bilan de cette histoire, avec les ombres et les lumières. Je me suis exprimée sur la situation actuelle d'un pays magnifique et d'un pays courageux, qui est en train de s'ouvrir et qui reçoit 4 millions de visiteurs et de touristes par an. Vous n'allez pas dire que 4 millions de personnes se rendent dans une dictature, ce n'est pas vrai, monsieur le député. Je vous mets au défi de trouver une erreur sur nos sites ivg.net, avortement.net et sur notre page Facebook. Ce qui n'est pas le cas pour le site du gouvernement lorsque vous voyez un médecin qui n'est pas psychiatre et qui ose dire qu'il n'y a jamais de traumatisme après une IVG. Nous avons les témoignages de femmes qui sont allées sur ces sites, croyant tomber sur un site officiel, et qui nous disent effectivement, la première écoute est une écoute empathique, on a le sentiment qu'on est effectivement bien écouté, et très rapidement, quand on explique notre projet, notre volonté d'avorter et qu'on veut avoir des informations plus précises, alors là, effectivement, on est culpabilisé. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous bien sûr demain, 22h jusqu'à 23h30. 1h30 de débat, décryptage et puis le grand entretien. Belle fin de soirée en notre compagnie.